Bon alors je vous avoue que j'avais envie de faire une déco un peu genre automnale, un peu jolie, mais je me rends compte que j'ai pas trop de trucs comme ça chez moi, mis à part une courge. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui est la suite directe de ma vidéo de la semaine dernière, ou du moins la dernière vidéo que j'ai faite, dans laquelle je vous faisais un petit update au niveau des romans. Et aujourd'hui, je vous fais un petit update au niveau des graphiques que j'ai lus. J'en ai lu pas mal d'ailleurs ces derniers temps. On va dire que de toute manière, lire des romans graphiques pendant le Pumpkin Autumn Challenge, c'est aussi le bon moyen de valider des catégories assez rapidement. Donc j'en ai lu pas mal. Mais avant de vous montrer ce que j'ai lu pour le Pumpkin, je vais vous parler d'un manga que j'ai lu cet été, il me semble, donc avant le Pumpkin, mais qui au final a un petit soupçon de magie automnale et qui aurait pu faire l'affaire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et il s'agit de The Wise Wise Beast of the Wizarding Wisdom. The Wise Wise Beast of the Wizarding Wisdom. Et franchement, c'est pas simple à dire, mais ça a la classe. C'est un manga qui est écrit par Nagabe, Nagabe qui est l'auteur de L'Enfant et le Maudit, et c'est paru chez les éditions Comico. Alors, ce manga, j'en ai entendu parler grâce à Alex, donc de la chaîne Alex Bookin en Prada. Et dans The Wise Wise Beast of the Wizarding Wisdom, on va suivre des créatures anthropomorphiques, donc des animaux, mais qui ont l'apparence d'êtres humains. On va suivre, voilà, ces animaux anthropomorphes qui vont créer des relations entre eux, des relations qui sont bien souvent un petit peu plus qu'amicales. Et le tout se passe donc sur fond d'école de magie, assez sympa. En soi, c'est une lecture qui m'a pas vraiment marqué, qui parfois m'a mis, je vous l'avoue, un peu mal à l'aise parce qu'il y a un petit côté... c'est très orienté amour, donc on va suivre des histoires d'amour entre élèves, amour qui devient parfois amour charnel, donc on va suivre voilà, des scènes où voilà, ils finissent par s'embrasser, à se caresser un peu, voilà. Il fait chaud, sauf que ce sont des animaux. Et là, malaise, parce que, voilà, voir deux personnages s'embrasser, se dénuder, bon, on est assez habitué, hein, que ce soit dans les livres ou à la télé. Mais des animaux, surtout quand c'est des animaux qui vont pas ensemble, enfin, vous savez, des fois, physiquement, tu te dis, mais comment est-ce qu'ils vont faire ? Enfin bref, je vais pas m'aventurer sur ce terrain, mais voilà, c'est un livre assez sympa si vous aimez les histoires d'amour et tout ce qui est yaoi, boys love, même s'il n'y a pas que des relations gays. Mais voilà, bref, je suis désolé, ça me fait rire, mais voilà, c'est un livre sympa, mais parfois très 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 étrange. En particulier, voilà, la relation entre, je sais pas si vous voyez, mais un petit lapin et un énorme loup, c'est trop pour moi. Et juste niveau style graphique, j'ai beaucoup aimé le dessin. De toute manière, j'adore le dessin de Nagabe. Déjà dans L'Enfant et le Maudit, je trouvais le dessin super beau. D'ailleurs, j'ai lu que les deux premiers tomes, je crois, de L'Enfant et le Maudit, et il serait vraiment temps que je m'y remette. Et là, j'ai trouvé ça aussi joli, et voilà, c'était une bonne lecture. Ça m'aura pas transcendé pour l'année, mais au moins je l'ai lu. Toujours dans l'univers des mangas, pour le Pumpkin, j'ai lu L'Atelier des Sorciers, le tome 6, qui était plutôt sympa. Je vais pas vous en faire une review hyper longue parce que c'est le tome 6 et j'ai un peu la flemme de vous raconter tout ce qui s'est passé et en même temps j'ai pas envie de vous spoiler. Mais voilà, c'est un tome où l'histoire avance un petit peu, où on rencontre de nouveaux personnages, mais je vous avoue que autant j'étais hyper enchanté par les premiers tomes et j'ai trouvé que le tome 5 était vraiment super parce qu'on avait fait quand même un bond en avant dans l'histoire. On avait pas mal de révélations et c'était super sympa parce que les 4 premiers tomes étaient... très introductif. Et là, dans le tome 6, on est retombé dans un tome où, voilà, on rencontre des nouveaux personnages, il se passe 2-3 trucs, mais en soi, le scénario, il a pas fait un bond en avant de dingo, quoi. Donc, c'est toujours aussi joli, c'est toujours aussi agréable à lire, l'univers est toujours aussi sympa et j'adore les personnages. Par contre, j'aimerais vraiment beaucoup que Kamome Shirahama fasse un petit bond en avant dans l'histoire parce que j'ai peur que ça avance un peu trop lentement. Et au plus je lis les tomes qui sortent, et au plus j'ai peur que la saga fasse 90 tomes. Et j'ai pas envie de ça. J'aimerais vraiment bien que l'Atelier des Sorciers, ça se finisse, je sais pas moi, en 20 tomes. Pas plus, quoi, parce qu'après, ça fait trop. Et là, je vous avoue que, entre guillemets, c'est mal parti, parce que, voilà, l'histoire avance très lentement, et... j'aimerais bien que ça accélère un peu, quoi, qu'on passe la seconde. Ouais, d'ailleurs, je suis en train de passer mon permis de conduire, donc bientôt, je pourrais faire plein de jeux de mots en mode passe la seconde, passe la cinquième et tout.
parce que maintenant je les comprends. Et toujours dans les mangas, c'est d'ailleurs le dernier manga que j'ai lu, après on va plutôt passer aux bandes dessinées / romans graphiques. Il s'agit de Chisakobe, de Minetaro Mochizuki. Minetaro Mochizuki qui n'est nul autre que l'auteur de Dragonhead, dont je vous avais déjà parlé l'an passé. Ici, dans Chisakobe, on est dans un registre totalement différent que dans Dragonhead, parce qu'on est dans un livre qui s'apparente plutôt à un récit style tranche de vie, un petit peu comme dans Aria. Sauf que dans Aria, l'univers est beaucoup plus gai et lumineux, là où Chisakobe est un manga très mélancolique. Alors d'ailleurs, au début de Chisakobe, on nous avertit que Chisakobe traite de la délicatesse si particulière des sentiments japonais. Et en fait, ça reprend l'intrigue d'un roman très connu au Japon, un roman de Yamamoto qui se place pendant l'époque Edo. Et Minetaro Mochizuki a repris en fait l'histoire de ce roman et l'a retranscrit dans notre univers moderne et actuel. Dans Chisakobe, on va donc suivre un jeune homme dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, je l'ai lu il y a un petit moment, donc ne m'en voulez pas, mais on va suivre voilà, ce jeune homme barbu, avec les cheveux longs, qui travaille avec son père, qui a une entreprise de BTP, hein. Il fait un genre d'ébénisterie, mais il construit des monuments, bref, c'est du BTP avec des trucs en bois. Et malheureusement, un jour, un incendie éclate et les parents de ce jeune homme décèdent, ainsi qu'une partie de leur entreprise. Enfin, l'entreprise ne décède pas, mais elle tombe sous les flammes, quoi. Et donc, ce jeune homme va devoir reprendre la main sur l'entreprise de son père et faire en sorte de réussir déjà à faire son deuil, chose pas simple. Et en même temps, il va essayer de faire en sorte que l'entreprise survive. Voilà, cette période de deuil, et en même temps, c'est un mec qui est assez orgueilleux et qui a du mal à accepter l'aide de la part des autres et qui veut absolument s'en sortir tout seul. Et voilà, on va suivre un peu le parcours de cet homme. Et tout ça va être bouleversé par l'arrivée de cette jeune fille, dont j'ai aussi oublié le nom. Je suis désolé pour les prénoms, hein, mais j'ai tout oublié. Cette jeune fille qui va venir et qui va bouleverser cette période de deuil pour le jeune garçon, parce que ce sont d'anciens amis d'enfance, ils se sont perdus de vue. Sauf que lorsque l'incendie a ravagé l'entreprise, elle a aussi ravagé plusieurs maisons, dont celle où cette jeune fille vivait. Donc lui, il va lui proposer de l'héberger sous son toit pour l'aider un peu à se remettre en selle, quoi. Sauf que cette jeune fille, elle avait la charge de plusieurs enfants, des enfants d'ailleurs absolument détestables, je les ai détestés pendant tout le manga, des enfants qui sont orphelins. Et donc voilà, elle essayait de les aider un peu dans la vie à redécoller aussi. Et donc voilà, on va suivre principalement ces deux protagonistes qui essayent de reprendre leur vie en main, qui galèrent un petit peu, et voilà. Je n'ai lu que le premier tome, c'est une saga qui est, je crois, en 6 ou 7 tomes, peut-être même plus, je ne sais plus. Le dessin m'a fait kiffer, genre, c'est trop beau, et ça vraiment, c'était un tel plaisir à lire. Par contre, l'histoire, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Ça parle vraiment des sentiments japonais, de toute cette extrême pudeur que les Japonais ont. Il y a des moments c'était très joli, très poétique et ça m'a plu. Et il y a des moments j'ai trouvé ça long et voilà. Je suis assez mitigé sur ce manga. Néanmoins, je pense que je donnerai sa chance à la suite parce que j'ai entendu tellement de positifs dessus que je me dis que ça ne peut que être bien et que ça peut aller que en s'améliorant. Donc on verra bien. Après avoir lu Chisakobe, je me suis lancé dans des lectures graphiques plus du style BD roman graphique. Et j'ai commencé par lire Radium Girls de Si, édité aux éditions Glénat. Et quelle bonne surprise, et en même temps je n'en attendais pas moins de Si. Si, de son vrai nom Cyrielle, c'est une illustratrice que je vous conseille vraiment d'aller suivre sur Instagram parce que elle a un tel talent, genre vraiment je l'adore. Et Radium Girls va nous raconter l'histoire vraie de ces Radium Girls, des femmes qui ont vraiment existé fin des années 20. Et ce sont des femmes qui ont été engagées dans une entreprise, dans une horlogerie en fait. Et leur rôle était de peindre des cadrans de montres à longueur de journée avec une peinture faite à base de radium, substance qui est aujourd'hui interdite car extrêmement dangereuse pour la santé. Sauf qu'à l'époque, on n'était pas trop au fait des effets secondaires du radium sur la santé. Et ces jeunes femmes passaient leur temps à peindre les cadrans en radium. Alors pourquoi le radium? Parce que le radium brille dans le noir. Il est phosphorescent et il a la particularité de ne pas avoir besoin d'être rechargé pour le soleil. En gros, ça reste phosphorescent ad vitam. Ça brille toujours dans le noir.
Sauf que pour peindre ces cadrans et pour aller assez vite, les jeunes femmes vont appliquer la technique du Lip Dip Paint. 3 mots, 3 gestes qui les mèneront à leur perte, c'est ce que nous dit le dos du livre, enfin la 4e de couverture plutôt. Et donc cette technique du Lip Dip Paint, elle consiste à mouiller le pinceau du bout des lèvres, de le tremper dans le radium et de peindre. Sauf qu'elles font ça en boucle, donc elles ingèrent du radium pendant qu'elles peignent les cadrans. Et vous imaginez bien que ça va avoir des effets secondaires plutôt drôles au départ, parce que vous verrez que le radium, en l'ingérant, et ben nous aussi, on finit par briller dans le noir. Donc ça donne plusieurs situations assez cocasses et assez drôles. Et la première moitié du roman a vraiment ce côté hyper fun et hyper drôle que j'ai beaucoup aimé. Sauf que assez rapidement, on tombe dans un profond malaise et dans cette angoisse de... Ouais, on faisait ça pour s'amuser, mais on se rend compte que ça commence à avoir des dangers sur notre santé. Voilà, c'est un récit très prenant, très drôle et en même temps très triste et en même temps hyper révoltant parce que voilà, vous allez suivre un peu ces femmes se battre pour leurs droits et essayer d'avoir gain de cause dans un monde qui s'en bat les steaks parce qu'on est dans les années 20, on est face à une entreprise richissime. Mais voilà, j'ai adoré cette bande dessinée, j'ai trouvé que c'était très bien écrit et le dessin de Si est toujours aussi dingue. Vraiment, chaque planche est une beauté, le livre entier a été fait au crayon de couleur, c'est magnifique, c'est vraiment hyper plaisant à lire. Et il y a vraiment énormément de moments très drôles et où je me suis beaucoup attachée à toutes ces protagonistes, à ces héroïnes même. Et voilà, c'est vraiment une lecture que je vous conseille. Et si vous voulez plus de détails sur Radium Girls et sur la manière dont Si a construit cette BD, je vous encourage à aller voir une vidéo qu'elle a mise sur sa chaîne YouTube. Parce que oui, elle a une chaîne YouTube et pareil, allez vous abonner genre maintenant. Et je vous mettrai cette vidéo là dans le petit i et puis en barre d'infos où elle explique eh bien, tout le processus créatif qu'elle a employé pour créer cette BD et c'est passionnant. 2 weeks later. Bon, que je vous explique. On se retrouve presque 2 semaines plus tard parce qu'il m'est arrivé un petit pépin au niveau du montage. En gros, j'ai filmé cette vidéo il y a presque 2 semaines. Voilà, je pensais que j'avais tout bien fait mes rushs, tout ça. Et hier, je commence le montage et je me rends compte que la fin de la vidéo ne s'était pas enregistrée. Donc voilà. J'étais ravi. Et c'est pour ça que ce midi, je prends sur ma pause déjeuner, j'ai mis le même t-shirt que la fois dernière, comme ça il y a un petit raccord quand même, et je vais vous refilmer la fin de la vidéo donc, qui était manquante lors du montage. Normalement, j'avais plus qu'un seul livre à vous présenter, sauf que vous vous imaginez bien qu'en 2 semaines de temps, j'ai lu d'autres graphiques. Donc, la vidéo sera plus longue que prévu, et je vais vous montrer les autres graphiques que j'ai lus, en plus de celui que je vais vous présenter maintenant. Je suis pas sûr que ce soit super clair comme explication, mais vous ferez avec. Et donc, je vais vous parler de Géante, le fameux livre qui a été effacé de mes rushs et qui m'a fait refaire cette vidéo. Géante, qui est sorti aux éditions Delcourt et qui est écrit par J.C. Devenille et Nuria Tamarit. J'écorche certainement les noms. Si je ne me trompe pas, c'est Nuria Tamarit qui est au dessin et J.C. Devenille qui est au scénario. Je suis sûr à 90%. Donc si je fais une erreur, vous pouvez me corriger dans les commentaires, je ne le prendrai pas mal. Alors Géante, déjà c'est une BD qui porte bien son nom parce qu'elle est quand même assez grande, assez épaisse d'ailleurs. Je vous avoue que je l'ai acheté sans trop en savoir. J'ai vu la couverture en librairie le jour où j'ai acheté Radium Girls et une autre BD dont je vous ai pas encore parlé. Et j'ai acheté ces deux-là. Je suis rentré chez moi et je me suis dit ouais, Géante, ça avait l'air d'être quand même bien. Et le lendemain, je suis retourné pour acheter Géante. Et en plus, c'était le dernier exemplaire, genre... J'ai vraiment bien fait. Au niveau de l'histoire, Géante, ça nous raconte l'histoire de Céleste. Céleste qui est donc une géante qui a été recueillie tout bébé par un couple de paysans, de fermiers, qui avaient déjà 6 enfants, 6 garçons, donc vous vous imaginez... Ça fait beaucoup. Et donc, Céleste va se retrouver la cadette de cette grande famille de 6 garçons plus les parents. Ce qui est drôle, c'est qu'elle se retrouve la cadette et en même temps, elle se retrouve à être la plus grande parce que c'est une géante. Et voilà, elle a été abandonnée dans les bois. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle est là, mais elle va grandir dans cette ferme avec ses 6 frères et ses parents. Et on va dire que petit à petit, ses frères vont quitter la maison, hein, ce qui est normal, chacun part à son tour. Et puis Céleste va finir par se retrouver toute seule dans cette ferme et elle va rêver de parcourir le monde, elle va rêver de liberté, d'aventure.
et de découverte, elle va rêver d'amour aussi, et elle va décider de partir de chez elle pour explorer le monde. Et la BD porte vraiment bien son nom parce qu'elle s'appelle Géante, histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté. Et c'est vraiment le cœur de ce récit, c'est la liberté d'être soi-même, la liberté d'être géante, la liberté d'être une femme, c'est l'émancipation, c'est vraiment un livre qui traite de plein de thèmes, ils sont tous très bien abordés, et le dessin il est genre sublime, le dessin sert vraiment le discours, et ça a été un plaisir de lire Géante, j'ai vraiment adoré ma lecture, ça aurait pu être un coup de cœur, mais ça l'a pas été parce que j'ai trouvé certains chapitres en dessous des autres. Il y a certains chapitres où je me suis pas ennuyée, mais je me suis dit ah ouais, il y a un petit moment de creux, mais à chaque fois ça repart. Donc c'est vraiment une super bonne lecture et je vous la recommande vraiment, aussi bien pour l'objet livre qui est magnifique que pour le fond, que pour la forme. Vraiment, tout est génial dans ce livre. Je l'ai adoré. Et puis voilà, je me suis beaucoup attachée au personnage de Céleste. Et puis à chaque chapitre, on a une pleine page avec une illustration. Et ça, pareil, c'est un plaisir pour les yeux. J'ai mis beaucoup de temps à la lire, je pense, parce que je passais tellement de temps sur chaque case pour regarder les moindres détails, les couleurs. Vraiment, tout est très bien géré. Et voilà, le coup de crayon, la couleur, la palette, tout est génial et je vous la recommande 1000 fois. Niveau prix, je ne sais plus combien est-ce qu'elle m'avait coûté. Comptez 25 à 30 euros, hein, je pense. De toute manière, les graphiques dans ce format-là sont toujours un petit peu plus chers que la moyenne, mais il en vaut vraiment la peine. Bon, c'est là-dessus que la vidéo était censée se terminer, mais je vais tout de même vous présenter quelques graphiques que j'ai lus ces 2 dernières semaines. Alors, pour vous faire un petit topo, j'ai vu un ami ce week-end qui m'a prêté plusieurs graphiques, dont un que j'ai lu hier, donc je vais vous le présenter maintenant. Et j'ai aussi reçu il y a peu un petit colis de la part des éditions Pika. Et pareil, il faut vraiment que je vous en parle. On va commencer par le graphique que j'ai lu hier. Il s'agit de Ultra Laser de Henri Duc et Giraud. Le premier tome s'intitule Orbe et Boucau et c'est paru aux éditions Delcourt. Alors Ultra Laser, je ne connaissais pas, hein, c'est vraiment mon ami qui m'a dit « Ah tiens, lis ça, je pense que tu vas bien aimer ». J'ai juste lu la 4e de couverture histoire de voir de quoi ça parlait et il y est juste écrit « C'est qui les types en armure qui détruisent tout ?» Et c'est tout. Et franchement, rien qu'à lire ça et à voir les planches, je me suis dit, ok, d'accord, je le prends, ça a l'air beaucoup trop cool. Et eh bien, je n'ai pas été déçu du tout. Ultra Laser, ça nous raconte l'histoire de ce jeune garçon qui s'appelle Orbe. Orbe qui est le gardien du dieu des animaux. Alors le dieu des animaux, c'est un genre de grosse bestiole trop mignonne qu'on a envie de câliner et qui vit dans un grand temple. Et Orbe, tous les jours, va nourrir le dieu des animaux, accompagné de son cerf ou de son élan, je ne sais pas trop quel animal c'est, qui s'appelle Boucau. Et un jour, malheureusement, vont arriver du ciel des oiseaux envahisseurs, un peu comme des aliens, quoi. Qui vont venir en armure, équipés d'épées, de lances, d'armes, et qui vont tout ravager sur leur passage dans le seul but de mettre la main sur le dieu des animaux. On va donc suivre Orbe, Boucau et un 3e personnage que j'ai trouvé beaucoup trop drôle, totalement en fuite, accompagné du dieu des animaux, pour le protéger et pour comprendre qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Je vous en dis pas plus parce qu'on apprend pas mal de choses dans cette BD, il y a plein d'aventures, c'est vraiment drôle, le dessin est vraiment génial, je l'ai trouvé, j'ai trouvé super drôle, ça m'a fait sourire à plein de moments. On a aussi droit à quelques moments tragiques qui m'ont foutu un peu les boules. Mais en même temps, voilà, on sent que c'est triste et en même temps, le dessin est vraiment là pour nous faire sourire. C'est vraiment pas une BD qui va vous rendre mal. Bien au contraire, c'est bourré d'humour, il y a vraiment plein de gags et j'ai adoré cette lecture. D'ailleurs, je revois mon pote dans quelques jours pour qu'il me prête le tome 2 et apparemment le tome 3 devrait sortir très bientôt. Sinon, comme je vous le disais, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec les éditions Pika qui m'ont proposé de m'envoyer un petit colis. Et je leur ai demandé plusieurs mangas, dont certains qui sont à paraître pour le mois de novembre, donc qui ne sont pas encore prêts, donc je n'ai pas encore reçu, donc j'ai hâte de les recevoir. Mais histoire de patienter, j'en ai reçu des autres qui sont déjà sortis, donc que vous pouvez déjà trouver en librairie et qui me faisaient beaucoup trop envie. Mais pour aujourd'hui, je vais vous parler d'une réception en particulier et il s'agit d'un coup de cœur, mais un coup de cœur monumental, vous ne vous imaginez même pas. Genre, j'ai adoré cette lecture, ça m'a transpercé le cœur, je pense.
Ça m'a fait ressentir plein de choses. J'ai adoré du début à la fin. Et vraiment, c'est le meilleur manga que j'ai vu de l'année, je pense. Alors, c'est un manga et en même temps, pas au sens propre du terme, je pense. Il s'agit de Journal de ma solitude de Kabi Nagata, qui est publié chez Pika dans leur collection Pika Graphics, donc dans les grands formats comme ça. Je vous avais déjà montré un de leurs grands formats quand j'avais lu Dragonhead l'an passé pour le Pumpkin, lecture que j'avais d'ailleurs adorée. Mais là, on est dans un tout autre genre avec Journal de ma solitude. On est beaucoup plus dans un récit de vie, mais un récit de vie compliqué, semé d'embûches et vraiment qui prend aux tripes et moi j'en suis pas ressorti indemne. En fait, dans Journal de ma solitude, on va suivre la vie de Kabi Nagata qui va raconter son histoire vraie. Kabi Nagata, c'est une autrice de manga, une mangaka, et elle a beaucoup de difficultés dans la vie parce qu'elle souffre de solitude, elle est seule, elle se sent seule. Il faut savoir que Kabi Nagata, elle est lesbienne, ce qui est certainement pas simple pour une japonaise mangaka d'être lesbienne. Je pense que c'est plein de freins et de murs qui doivent se dresser devant elle parce que voilà, au Japon, les choses ne se passent pas forcément comme chez nous. Et Kabi Nagata, avant de sortir Journal de ma solitude, elle a sorti un autre livre qui s'intitule Solitude d'un autre genre, où elle raconte voilà, ses problèmes de solitude et elle raconte le jour où elle a décidé de faire appel à une prostituée pour se sentir mieux parce qu'elle avait un besoin, un désir d'avoir un corps près d'elle, quoi. Et donc dans Solitude d'un autre genre, elle parle de cette aventure qu'elle a vécue avec une prostituée. Et dans Journal de ma solitude, elle va plutôt parler des retombées que ça crée dans sa vie, parce que cette BD sort, elle souffre toujours autant de solitude, elle se sent abandonnée, délaissée, elle va sombrer dans l'alcool, parfois elle va se scarifier, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va mal, et pendant toute la BD, on se dit, elle nous décrit ses sentiments, elle les met sur papier, moi j'ai juste envie de tout laisser tomber, de prendre le premier vol pour Tokyo et de la prendre dans mes bras en lui disant, ça va aller en fait, parce que en fait, dans Journal de ma solitude, on a énormément d'humour et ça vraiment j'ai adoré. On a donc des planches toujours de 4 cases, toute la BD est un peu construite de la même manière. Au tout début, j'ai eu peur de m'en lasser et de trouver ça un peu monotone. Et au final, pas du tout, ça aide vraiment le discours. Et on va suivre vraiment l'évolution de sa vie parce que elle a des problèmes d'argent, donc elle va retourner vivre chez ses parents. Chez ses parents, ça se passe pas très bien. Ses parents vont découvrir qu'elle a sorti son premier manga et elle se tâte à leur montrer ou pas le contenu parce que c'est pas facile de montrer à ses parents qu'on a fait appel à une prostituée lesbienne pour se sentir mieux. Elle va sombrer dans l'alcool, elle va faire une dépression, enfin vraiment, je peux pas tout vous raconter parce que voilà, j'ai envie de vous laisser entre guillemets la surprise de lecture, même si on est sur des surprises extrêmement tristes. Mais voilà, j'ai trouvé que le livre était très bien écrit, très bien narré. Le dessin de Kabi Nagata peut paraître au départ assez simpliste ou enfantin et au final, ça l'aide vraiment à appuyer son discours, à appuyer ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous raconte. Parce qu'on n'est pas dans une narration traditionnelle, on ne suit pas une suite d'événements logiques, on est vraiment dans la tête de Kabi Nagata et son dessin a vraiment ce côté illustratif, il est vraiment là pour appuyer le texte et pour nous aider à comprendre ce qu'elle ressent, comment est-ce qu'elle se sent. Et voilà, j'ai trouvé que c'était hyper bien amené, c'est plein de pudeur et en même temps ça prend aux tripes. C'est très révélateur des problèmes de société japonaise parce que, vous le savez, moi je suis un grand fan du Japon, c'est un pays que j'adore. C'est pas pour autant que j'ai des œillères et que je l'idéalise de trop parce qu'au Japon, il y a plein de choses qui ne vont pas, comme dans tous les pays du monde. Et là, Kabi Nagata met vraiment l'accent sur ce problème qu'il y a au Japon avec l'extériorisation de ses sentiments. C'est pas facile d'être honnête, de dire aux gens ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Et vraiment, là-bas, c'est pas une chose facile. Et elle, ça la torture, elle sait pas être honnête. Et en même temps, elle a peur de heurter les autres. Et voilà, elle a plein de sentiments qui se mélangent. Et voilà, j'ai trouvé que c'était criant de vérité. Ça m'a un peu détruit quand même, parce qu'il y a des parties qui m'ont fendu le cœur. Et comme je vous dis, j'avais juste envie d'aller la voir et de lui dire « Tout ira bien, tu vas t'en sortir, mais c'est pas possible, hein !» Donc voilà, vraiment, un manga crève-cœur, mais en même temps,
génial, bien amené. Il y a plein de moments où j'ai ri, mais où j'ai tellement ri. Et c'est drôle parce qu'on se sent un peu coupable, parce qu'on se dit putain, mais je suis mort de rire parce qu'elle me fait rire en m'expliquant à quel point elle souffre. Et ça dédramatise un peu la situation et en même temps, on comprend qu'elle va pas bien et qu'elle essaye de nous faire passer le message et qu'elle essaye d'être un peu drôle dans son dessin, mais qu'au fond elle va mal et voilà, on a plein de sentiments qui se mélangent, ça m'a bouleversé. Et je pense que je m'éparpille un petit peu dans mes explications, mais c'est juste que voilà, ça m'a tellement touché que j'ai du mal à mettre des mots sur tout ce que j'ai ressenti. Et tout ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de le lire et voilà, de vous laisser emporter par son histoire. Et moi, j'ai eu le sentiment d'en ressortir grandi parce que ça m'a fait prendre du recul sur plein de choses, parce qu'on sent qu'elle a dû certainement prendre beaucoup de recul pour écrire cette BD. Et maintenant, j'ai juste trop envie de lire Solitude d'un autre genre, donc que je n'avais pas lu, mais que je pense bien aller m'offrir en librairie. Et j'ai hâte de voir les prochaines parutions de Kabin Nagata, parce que voilà, ça va devenir une de mes autrices de manga incontournables, je pense. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup aux éditions Pika pour m'avoir envoyé ces différents mangas. Ça a été un plaisir de les lire et puis grâce à vous, voilà, j'ai découvert une de mes nouvelles autrices fétiches. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère que tout est bien enregistré parce que sinon je vais péter les plombs. Et vu que la vidéo est déjà certainement bien assez longue, je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!